Arthur et Jasmine poursuivent leur voyage ensemble. Après un certain temps, ils descendent de leur calèche et prennent un moment pour revoir les détails de leur mission. Arthur récapitule toute une nouvelle fois. Tout contact avec le village voisin a été totalement coupé. Leur mission est simple, entrer sur place et découvrir ce qui s'est passé. Il insiste sur un point essentiel. Leur priorité absolue est de rester en vie. Puisque la quête ne mentionne pas l'élimination d'une quelconque créature, ils n'ont aucune raison de s'engager dans un combat inutile. S'ils rencontrent une bête dangereuse, ils devront simplement l'éviter. Arthur se tourne ensuite vers Sylvie, perchée sur son épaule. Il lui demande ce qu'elle compte faire pendant son absence. Sans hésiter, elle répond qu'elle ira s'entraîner à proximité. Arthur acquiesce et lui promet de la prévenir dès son retour. Une fois cela réglé, Arthur et Jasmine reprennent leur route en direction du village. Mais après avoir marché un moment, ils remarquent quelque chose d'étrange. De nombreuses empreintes de pas mènent vers le village, mais très peu en ressortent. Ils comprennent immédiatement que la situation est anormale. Leur meilleure option pour l'instant est de recueillir un maximum d'informations. Ils commencent donc à observer les alentours avec prudence. Se cachant derrière les buissons, ils tentent de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Après une longue observation, ils ne voient absolument personne, pas une seule âme. Cela pousse Arthur à penser qu'une bête a peut-être attaqué tout le village. Mais Jasmine n'est pas convaincue. Il n'y a aucune trace de combat, aucun signe de lutte, rien. Puis, soudain, ils ressentent une étrange aura venant du cœur du village. Sans hésiter, ils décident d'y entrer, pour découvrir la vérité par eux-mêmes. Une fois à l'intérieur du village, ils découvrent plusieurs cristaux cyanes lumineux jaillissant du sol à différents endroits. Mais en s'approchant pour mieux observer, ils sont sous le choc. À l'intérieur de chaque cristal, il y a des êtres humains, figés, prisonniers. Arthur et Jasmine restent immobiles, totalement déconcertés. Mais ce qui les trouble encore plus, c'est lorsqu'ils tombent sur une jeune fille qui, elle, ne semble pas du tout affectée par ces cristaux. Ils s'arrêtent pour l'interroger. La jeune fille explique qu'elle était sortie cueillir des herbes médicinales lorsque tout a basculé, et qu'à son retour, elle a découvert tout le monde dans cet état. À cette vue, elle s'effondre en larmes. Ses amis, sa famille, tous emprisonnés dans ces cristaux glacés. Malgré tout, avec les informations qu'ils ont rassemblées jusque-là, Arthur est convaincu d'une chose, c'est l'œuvre d'une créature, sans aucun doute. Soudain, une toile d'araignée surgit de nulle part. Elle s'accroche à la jambe de la jeune fille. En un instant, elle est tirée dans les airs. Un gigantesque monstre arachnéen apparaît, prêt à la dévorer. Arthur s'élance immédiatement pour la sauver, mais Jasmine le retient, avant qu'il ne puisse intervenir. L'araignée enferme alors la jeune fille dans un cristal, comme les autres, puis la laisse retomber au sol. Ensuite, elle tourne son attention vers Arthur et Jasmine. Elle tente de les capturer à leur tour, mais ils esquivent facilement ses attaques. Et très vite, ils prennent une décision. Faire demi-tour, fuir. Leur mission n'incluait jamais d'affronter une telle créature. Au même moment, dans une pièce sombre, deux silhouettes encapuchonnées se tiennent face à face. Une carte est étalée entre elles. Elles discutent d'une alliance entre trois peuples, les humains, les nains et les elfes. Une alliance qu'elles jugent, loin d'être idéale. Cependant, l'un d'eux pense autrement. Il affirme que tous les événements suivent un certain cours naturel, et que parfois, se laisser porter par ce flux peut mener à des résultats étonnamment favorables. Il utilise ensuite une clairière bestiale sur la carte, ce qui fait apparaître au-dessus d'elle une sphère d'énergie verte lumineuse. Les aventuriers les plus puissants et les plus menaçants apparaissent alors sous forme miniature sur la carte. En observant attentivement ces figures, tous deux arrivent à la conclusion que cet avenir précis doit être empêché à tout prix. Et rien qu'à leur réaction face à chaque individu, on comprend immédiatement que ceux qui les inquiètent de loin le plus sont Arthur et Jasmine. Pendant ce temps, Arthur et Jasmine parviennent à s'échapper de la bête araignée, et Arthur reste totalement perplexe quant à la nature de cette créature. Jasmine lui explique qu'il s'agit d'un arachnide, l'une des 5 créatures les plus redoutables qu'elle ait toujours espéré ne jamais affronter. Elle lui confie qu'elle n'en a combattu que 5 dans toute sa vie, et qu'elle n'a réussi à en tuer qu'un seul. Et encore, cela avait nécessité l'effort combiné de toute l'équipe des Twin Horn, ce qui laisse Arthur profondément choqué.
Elle ajoute que Reynolds et Alice étaient également présents lors de ce combat, et que les pouvoirs des maîtrises d'Alice avaient été absolument déterminants pour leur survie. En effet, la malédiction d'un arachnide ne peut être brisée que par un émetteur, ou en tuant directement la créature. De plus, ces monstres possèdent une résistance extrêmement élevée à la magie, rendant la plupart des sorts quasiment inutiles contre eux. Arthur comprend alors parfaitement pourquoi Jasmine l'avait retenu plus tôt. Elle savait déjà qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. Jasmine confirme, précisant que les arachnides ne supportent généralement pas la lumière du jour, ce qui explique pourquoi ils restent cachés dans les profondeurs des forêts ou des donjons. Puis, elle reconnaît qu'elle lui a désormais enseigné tout ce qu'il devait savoir pour devenir un aventurier. Elle lui pose alors une question directe. Selon lui, quelle est la meilleure décision à prendre maintenant ? Arthur réfléchit un instant, puis conclut que la meilleure chose à faire est de retourner immédiatement à la guilde afin de s'y... Mais à cet instant précis, l'arachnide surgit soudainement derrière eux et activa sa magie de piège pour tenter de les immobiliser et de les transformer. Jasmine poussa Arthur hors de portée à la toute dernière seconde, se retrouvant seule piégée dans le cercle magique. Peu de temps après, elle fut scellée à l'intérieur d'un cristal. La créature se jeta aussitôt sur Arthur, mais celui-ci parvint à lever son épée à temps pour bloquer l'attaque. Alors qu'il résistait au choc, son esprit dériva vers son passé, celui d'un roi autrefois considéré comme le plus puissant de tous. Ce souvenir raviva sa détermination. Il attaqua de toutes ses forces, mais comme Jasmine l'avait prévenu, ses épées ne suffisaient pas à infliger de véritables dégâts. Il bondit alors en arrière, prenant appui sur un arbre pour analyser la situation. Comprenant que ses armes seules ne suffiraient pas, il libéra sa technique mêlant lame et flamme, lançant des attaques magiques qui, cette fois, semblèrent atteindre la créature. À un moment, Arthur pensa avoir réussi à la vaincre. Mais à sa grande surprise, l'arachnide résista et se régénéra, confirmant sa redoutable résistance à la magie. Sans perdre de temps, Arthur utilisa alors sa technique des flèches de roche, projetant plusieurs pointes de pierre profondément dans le corps du monstre. Furieuse, la créature se précipita vers lui. Arthur esquiva habilement, sauta sur son dos et enfonça son épée dans les fissures créées par les rochers. Puis, il activa sa magie à l'intérieur même du corps de l'arachnide. Une décharge électrique massive parcourut alors la créature. Après une longue électrocution, l'arachnide finit enfin par s'effondrer. Arthur descendit de son corps et se tourna vers Jasmine. Mais, étrangement, elle était toujours enfermée dans le cristal. C'est alors qu'il comprit. L'arachnide était encore en vie. La créature tourna lentement son regard magique vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Arthur utilisa son pouvoir pour figer le temps. Alors qu'il avance, Arthur murmure discrètement un remerciement à l'arachnide. Car, au fond, c'est grâce à ce combat qu'il a pu retrouver la manière dont il maniait son épée dans sa vie passée. Calmement, il lève alors sa lame et, d'un seul mouvement net, tranche la créature, la tuant instantanément. Mais le prix de cette technique est évident. Son corps est à bout. Il comprend qu'il doit encore trouver un moyen d'unir son ancien style de combat avec la magie qu'il a acquise dans ce nouveau monde. Épuisé, il tombe à genoux pour reprendre son souffle. C'est à ce moment-là que Sylvie accourt vers lui, inquiète. Elle lui demande ce qui s'est passé, car elle a ressenti une montée de colère intense venant de lui. Arthur la rassure. Tout va bien. Peu après, Jasmine et les autres se libèrent de la malédiction. Mais Jasmine, elle, n'a pas l'air du tout satisfaite. Arthur comprend immédiatement pourquoi. Il s'excuse d'avoir affronté l'arachnide malgré son avertissement. En entendant cela, Jasmine se calme. Il est inutile de rester en colère puisqu'il reconnaît son erreur. Cependant, elle ne peut cacher sa surprise. Il a réussi à vaincre cette créature, seul. Malgré tout, Arthur lui confie que ce n'est pas ce genre de pouvoir qu'il recherche. Ce qu'il veut, c'est la force de protéger ceux qui comptent pour lui. Il avoue que c'est sa propre faiblesse qui lui a coûté sa mère, son père et Eleanor. Et même s'il ne peut rien changer au passé, il est déterminé à devenir aussi fort que possible. Jasmine le gronde encore pour avoir risqué sa vie ainsi. Mais lorsqu'Arthur lui dit qu'elle compte pour lui aussi et qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger, elle rougit légèrement. Plus tard dans la journée, ils retournent à la guilde. Très vite, la nouvelle se répand. Arthur a vaincu un arachnide.
Lucas a du mal à y croire et lui demande de présenter le Manacor comme preuve. Mais Arthur réalise aussitôt que c'est impossible, car Sylvie l'a dévoré juste après le combat. Pourtant, Arthur matérialise l'œil maudit de pétrification de l'Arachne. Lucas, face à cela, reste complètement sans voix, n'ayant jamais vu une telle chose auparavant. Malgré tout, fidèle à lui-même, il garde sa fierté intacte et affirme que cet Arachne n'aurait de toute façon pas été un adversaire à sa hauteur, avant de s'en aller. Une fois tout cela terminé, Arthur retourne au manoir familial retrouver les siens. Elina, en particulier, est folle de joie en le voyant rentrer sain et sauf. Arthur raconte à son père, Reynolds, comment il a vaincu un Arachne, et celui-ci se montre sincèrement impressionné. Sa mère, Alice, en revanche, est loin d'être satisfaite. Elle lui ordonne de s'agenouiller, lui rappelant qu'avant de devenir aventurier, il avait promis de ne rien faire de dangereux. Arthur fait remarquer qu'éviter le danger n'est probablement pas réaliste pour un aventurier, mais sa mère refuse d'entendre raison et lui dit simplement de tenir sa promesse. Reynolds, lui, ne dramatise pas autant la situation et conseille simplement à Arthur de suivre les instructions de Jasmine à partir de maintenant. Jasmine le rassure, expliquant qu'elle a déjà signalé toute l'affaire à la guilde. Reynolds demande ensuite à Alice d'arrêter de pleurer et d'essayer de se calmer, car l'essentiel est qu'Arthur soit rentré sain et sauf. Alice reprend ses esprits et demande à Arthur de ne plus jamais lui faire une telle frayeur. Une fois tout apaisé, Arthur et Jasmine se rendent à la zone d'entraînement pour un combat sans magie. Ils s'affrontent longuement avec leurs bâtons, échangeant coups et parades de manière très équilibrée. À la fin du duel, ils s'inclinent tous les deux et se remercient mutuellement pour cet affrontement. Arthur lève ensuite les yeux vers le ciel, laissant son esprit vagabonder, se demandant ce que Tessia peut bien être en train de faire en ce moment. Mais la scène change soudainement. On découvre alors Tessia et son groupe, poursuivis par un gigantesque rocher. Le lendemain, Tessia et son groupe étaient assis dans une auberge, réfléchissant à leur prochaine étape. Après un moment de silence, Tessia annonça que leur prochaine mission serait de chasser des sangliers sauvages. Ses compagnons échangèrent des regards inquiets. La chasse aurait lieu en territoire humain, ce qui n'était pas sans danger. Ils en discutèrent longuement, pesant les risques, avant de finalement décider de continuer malgré tout. Une fois leur décision prise, ils se préparèrent à partir. Alors que Tessia sortait de l'auberge, un aventurier tenta de lui faire un croche-pied en tendant la jambe. Mais elle réagit immédiatement. D'un mouvement rapide, elle le repoussa d'un coup de pied. L'atmosphère se tendit instantanément. Les autres aventuriers se levèrent, prêts à en découdre. Sans hésiter, Tessia et son groupe réagirent en lançant un sort. Un mur d'eau jaillit et enferma leurs adversaires, leur offrant le temps nécessaire pour s'échapper. Peu après, une calèche arriva, et ils montèrent à bord pour poursuivre leur voyage. Au début, tout se passa sans encombre. Mais soudain, un groupe de bandits à cheval surgit et tenta d'attaquer la calèche. Tessia et ses compagnons ripostèrent aussitôt et les vainquirent sans grande difficulté. Ce conflit révéla une réalité plus profonde. Depuis de nombreuses années, les relations entre elfes, humains et nains s'étaient fortement détériorées. Un traité avait bien été signé entre les trois royaumes pour mettre fin aux guerres. Mais cette paix n'existait qu'au niveau politique. Dans le cœur des peuples, la méfiance et la haine persistaient. La paix n'était donc qu'une illusion fragile. Alors que leur voyage continuait, d'autres humains tentèrent encore de les capturer. Au loin, un homme encapuchonné observait la scène à l'aide d'une carte mystique. Pendant ce temps, Tessia et les autres commencèrent à se demander pourquoi ils étaient si souvent attaqués. Ils finirent par comprendre la vérité. Les elfes étaient des cibles précieuses. C'était pour cette raison qu'on les traquait sans relâche. Malgré le danger, Tessia refusa d'abandonner. Elle proposa de continuer le voyage à pied, abandonnant la calèche pour plus de discrétion. En marchant, Faye ne put cacher son inquiétude. Elle craignait que les humains ne les rejettent ou ne les poursuivent, malgré leurs bonnes intentions. Mais Tessia, elle, refusait de croire à une telle fatalité. Peu après, ils arrivèrent dans un village voisin. Cependant, leur espoir fut rapidement brisé. Le chef du village les chassa immédiatement, simplement parce qu'ils étaient des elfes. Pendant ce temps, ailleurs, Arthur était assis seul dans une auberge, observant Lucas. Il savait que la famille de Lucas était la plus puissante du royaume de Sapin.
C'est pourquoi un détail le troublait. Comment une telle famille pouvait-elle posséder du sang elfique? Au même moment, Lucas s'approcha d'Elijah avec un sourire moqueur. Il se mit à le taquiner, lui demandant ce qu'un simple humain faisait en lien avec la famille royale naine. Ces paroles semèrent le doute dans l'esprit d'Elijah. Se pouvait-il que Lucas sache quelque chose? Elijah répond calmement que c'est compliqué et note qu'il a remarqué que Lucas est également à moitié elfe. Lucas explique que la famille Wykes cherche à produire des mages puissants. Avant qu'il ne puisse continuer, Arthur l'interrompt en disant que la famille Wykes accueille les elfes qui maîtrisent bien le mana. Même si les autres humains ne sont pas d'accord, Arthur pense que la famille est soit progressiste, soit assez ambitieuse pour tout faire pour obtenir du pouvoir. Lucas forme alors une boule de feu dans sa main et déclare qu'aucun humain sur le continent de Dikaton ne pourra le défier en tant que plus grand mage. C'est son devoir en tant que membre de la famille Wykes. Arthur ne répond pas beaucoup, se contentant de lui souhaiter bonne chance. Cette réponse décontractée surprend Lucas. Arthur explique ensuite qu'ils ont désormais des objectifs différents puisqu'il n'a plus besoin d'être le plus fort, laissant Elijah et Lucas sans voix. Peu après, Jasmine arrive et informe Arthur qu'ils ont reçu leur prochaine quête. Elle avertit que ce sera un long voyage, mais Arthur trouve cela excitant. Pendant ce temps, Tessia et son groupe essaient de rassembler des informations sur les bêtes de mana apparues près de la ville. Personne ne veut leur dire quoi que ce soit. Tessia devient frustrée et commence à pleurer. Faye n'est pas surpris, car il sait que les elfes réagiraient de la même façon si des humains entraient sur leur territoire. Soudain, un gland frappe Tessia à la tête. Elle lève les yeux et voit des enfants, et bien qu'elle se prépare à les gronder, ils lui donnent en fait une information utile. Le sanglier vient de l'Est. Cette nouvelle choque tout le monde. Ailleurs, des individus mystérieux observent Tessia via une carte magique. Ils conviennent que Tessia elle-même n'est pas importante, mais ce qu'elle deviendra à l'avenir l'est, puisqu'elle est la princesse du royaume des Laits Noirs. Ils estiment que la supprimer affecterait le traité à 3 parties, et commencent donc à préparer une attaque contre elle. Soudain, un immense monstre de mana apparaît et les attaque directement. L'équipe réussit à esquiver à la dernière seconde, puis lance une attaque collective puissante. Ils frappent le monstre à plusieurs reprises et pensent l'avoir enfin vaincu. Mais à leur grande surprise, le monstre est toujours vivant. Ils tentent à nouveau de l'attaquer avec la magie. Mais cette fois, leurs attaques n'ont absolument aucun effet. Le sanglier s'était adapté et avait mis en place un bouclier pour bloquer toutes leurs attaques. Cette attaque avait été soigneusement orchestrée par les individus encapuchonnés, dont le plan était de faire éclater le traité à 3 parties en faisant tuer Tessia sur le territoire humain. Tessia et son groupe réalisent que leur magie ne sert plus à rien et se mettent à courir et esquiver aussi vite que possible. Mais au milieu du chaos, Vaya est soudainement touchée par un débris volant et s'effondre au sol, juste devant le sanglier. Heureusement, Faye réagit assez vite pour utiliser sa magie de l'eau et tirer Vaya hors de danger, la ramenant en sécurité près de lui avant que quoi que ce soit de pire n'arrive. Faye suggère de battre en retraite, mais c'est alors que Tessia élabore un plan. La première étape consiste à utiliser Faye comme appât. Il lance un peu de magie de l'eau sur le sanglier pour qu'il se mette à le poursuivre. Une fois que le sanglier est dans la bonne position, Vaya utilise sa magie de la terre pour ouvrir un trou sous lui, l'engloutissant et le piégeant. Avec le monstre coincé, Tessia utilise sa télékinésie pour soulever un amas de rochers et les laisser s'écraser sur la bête de mana, la maintenant prisonnière. Tessia pousse un soupir de soulagement, pensant que tout est enfin terminé. Mais le monstre de mana se fraye un chemin hors du trou et s'apprête à foncer droit sur Faye et Vaya. Tessia le repère juste à temps et les déplace tous les deux avec sa magie du vent avant que l'attaque ne touche. Elle prend une profonde inspiration et réfléchit à ce qu'elle vient de faire, réalisant que mettre ses coéquipiers en sécurité était simplement la bonne décision à ce moment-là, exactement comme Arthur l'aurait fait. La pensée d'Arthur la submerge d'une vague de souvenirs de tous les moments passés ensemble et elle se perd un peu dans ses réminiscences. Faye réagit rapidement et utilise sa magie de l'eau pour la ramener en sécurité avant qu'elle ne se blesse. Faye et Vaya suggèrent de battre en retraite, mais Tessia reste entièrement déterminée à abattre la bête de mana. Elle se rend compte qu'elle a complètement épuisé son mana et qu'elle n'a aucun moyen d'attaquer, jusqu'à ce qu'elle se rappelle soudainement d'un truc qu'Arthur lui avait appris.
elle se concentre et commence à absorber le mana autour d'elle. Elle l'affronte avec un seul coup de poing qui le fait tomber instantanément. Faye et Vaya regardent, incrédules, réalisant qu'elle a réussi cela en utilisant le mana pour renforcer son corps de l'intérieur. Les individus encapuchonnés observent la scène et concluent que Tessia est beaucoup plus forte qu'ils ne l'avaient anticipé. Ils décident donc de se préparer avec une bête de mana bien plus puissante la prochaine fois. Une fois la créature neutralisée, Tessia et son groupe se rendent chez le chef du village pour lui faire leur rapport, mais celui-ci ne prend même pas la peine de les remercier, ce qui irrite clairement Tessia. Faye lui dit simplement de ne pas attendre de courtoisie de la part des humains et de passer outre, mais ils aperçoivent alors les enfants vus plus tôt, qui les remercient d'avoir neutralisé le sanglier. Pendant ce temps, Varian parle avec Cynthia et lui explique qu'il a surveillé Tessia et qu'elle s'est retrouvée dangereusement proche du précipice lors de son combat contre la bête de mana. Cynthia n'est pas trop surprise, étant donné que Tessia est la petite fille de Varian, mais celui-ci admet que, aussi fier qu'il serait de sa force, il croit sincèrement qu'elle la doit à ses merveilleux amis, comme Arthur, qui restent à ses côtés. Un peu plus tard, Tessia et son groupe s'installent ensemble dans un dîner, et Tessia mentionne qu'elle et Faye retourneront bientôt à Zirrus. Ils demandent à Vaya ce qu'elle compte faire, et Vaya répond qu'elle ira également à Zirrus, car ce serait agréable de revoir Arthur. Tessia est complètement prise au dépourvu et demande comment Vaya connaît Arthur. Vaya explique qu'elle s'y est rendue avec lui auparavant. Tessia n'a pas revu Arthur depuis son départ, principalement parce qu'elle n'avait jamais su exactement où il se trouvait à Zirrus. Peu après, Tessia se retrouve devant le manoir familial d'Arthur, de plus en plus nerveuse à l'idée de ce qu'elle va dire lorsqu'elle le verra enfin. Soudain, Alice et Elena arrivent en courant de nulle part, ce qui fait paniquer Tessia, et elle s'enfuit aussi vite qu'elle le peut, essayant toujours de comprendre où se trouve Arthur exactement. Arthur se retrouvait allongé, inconscient, sur le rivage d'une île inconnue. Après un moment, il reprit lentement ses esprits, se redressa avec difficulté et regarda autour de lui, complètement perdu. Il se demandait comment il avait bien pu arriver là. Sans perdre de temps, il se mit à courir dans les environs, cherchant à comprendre où il se trouvait et quelle direction il devait prendre. C'est alors que les souvenirs lui revinrent brutalement. Il se rappelait qu'il voyageait en canoë avec Jasmine. Puis, soudain, un énorme tsunami était apparu de nulle part. La vague, d'une violence extrême, les avait séparés sans qu'ils puissent rien faire. En réalisant cela, Arthur se mit immédiatement à la chercher, inquiet mais déterminé. En parcourant l'île, il tomba soudain sur Lucas et Elijah, eux aussi étendus au sol, trempés d'eau de mer. Arthur leur expliqua rapidement comment il avait atterri ici, et les deux autres firent de même afin de comprendre ce qui leur était arrivé. Arthur raconta qu'il avait accepté une mission de la famille Elstia pour capturer une monobête, mais qu'au cours de ce travail, il avait été pris dans une violente tempête pendant son voyage. Elijah expliqua à son tour qu'il avait été envoyé par la Guilde pour enquêter sur la disparition mystérieuse de plusieurs bateaux de pêche près des terres agricoles, et qu'il avait lui aussi été pris dans la même tempête. Lucas, fidèle à lui-même, ne donna pas d'explication claire. Mais Arthur et Elijah comprirent immédiatement. Il était simplement trop fier pour admettre qu'il avait été emporté par la tempête comme eux. Après cet échange, les trois commencèrent à réfléchir à un moyen de quitter l'île. Ils tombèrent rapidement d'accord sur un point. Pour partir, ils devraient forcément trouver ou construire un nouveau bateau. Cependant, Arthur restait préoccupé par Jasmine. Il n'arrivait pas à se concentrer pleinement sur les plans d'évasion. Malgré tout, il gardait une conviction forte. S'il avait survécu, alors Jasmine avait forcément survécu elle aussi, et elle devait se trouver quelque part sur cette île. Déterminé, Arthur entra alors en communication télépathique avec Sylvie, et Arthur demanda alors à Sylvie de l'aider à explorer la mer et les zones environnantes, dans l'espoir de repérer le moindre signe de Jasmine et de la retrouver au plus vite. Pendant ce temps, Jasmine se trouvait à l'autre bout du rivage, très loin de lui. Elle appelait Arthur à plein poumon, mais aucune réponse ne lui parvenait. Après de longues minutes à crier son nom, elle finit par tomber à genoux, submergée par la culpabilité. Elle se mit à se reprocher tout ce qui était arrivé, persuadée que c'était de sa faute, quelle était la raison de leur séparation. Ses pensées la ramenèrent alors à une discussion qu'elle avait eue plus tôt avec Reynolds. Dans ce souvenir,
Reynolds lui expliquait que les aventuriers faisaient souvent face à des dangers bien plus grands que ce qui était annoncé dans leur mission. Les informations fournies étaient parfois incomplètes, voire trompeuses. Jasmine en avait alors conclu que les guildes sous-estimaient peut-être la difficulté des missions. Reynolds acquiesça, mais ajouta une autre possibilité. Il se pouvait aussi que quelqu'un, ou un groupe, agisse dans l'ombre pour perturber le traité entre les trois puissances, provoquant ces incidents intentionnellement. Sachant que cela ne suffirait pas à arrêter Arthur dans ses aventures, Reynolds avait simplement demandé à Jasmine d'être extrêmement prudente lorsqu'elle voyageait avec lui, et surtout de veiller sur lui, de le protéger autant que possible. Jasmine lui avait alors promis de rester vigilante en toutes circonstances. Revenant au présent, elle reprit ses recherches, mais tomba bientôt sur deux gardes de Lucas. Ils lui expliquèrent comment ils avaient eux aussi échoué sur cette île. Au fil de la conversation, leur détresse éclata. Ils réalisèrent qu'ils avaient été complètement séparés de Lucas et commencèrent à pleurer. Pendant ce temps, Lucas utilisa un anneau dimensionnel pour sortir du matériel de camping. Arthur observa la scène avec étonnement. C'était la première fois qu'il voyait un tel objet de ses propres yeux. Ensemble, ils montèrent une tente et improvisèrent un abri pour passer la nuit. Mais un problème persistait. Ils n'avaient presque rien à manger. Face à cela, Arthur décida de s'enfoncer dans la forêt afin de chercher des provisions. Arthur rassembla du poisson et des champignons pour préparer un repas, puis demanda à Lucas de s'occuper de la cuisson, puisqu'il maîtrisait la magie du feu. Lucas accepta, mais les débuts furent compliqués. Tantôt il brûlait le poisson, tantôt il le laissait cru. Pourtant, à force d'essais et d'erreurs, il s'améliora peu à peu, jusqu'à réussir enfin à griller correctement un poisson. Une fois le repas prêt, ils s'assirent tous autour du feu de camp et mangèrent ensemble. Pour Arthur, ce moment simple, entouré de Lucas et Elijah, lui rappela les repas qu'il partageait autrefois avec sa famille. Malgré la situation difficile, il ressentit une étrange sensation de calme et de familiarité. Le lendemain, Arthur expliqua que, pendant qu'il cherchait de la nourriture la veille, il avait aussi exploré une partie de l'île. D'après ses observations, ils semblaient être les seuls habitants de cet endroit. Il avait également retrouvé les bateaux sur lesquels Lucas et Elijah avaient échoué, mais ils étaient trop endommagés pour être utilisés. Avec ces informations, Arthur proposa deux options. La première, attendre les secours. Il était convaincu que Jasmine finirait par venir le chercher. La seconde, tenter de quitter l'île par leurs propres moyens. Le continent n'était pas si éloigné, ce qui rendait l'idée envisageable. Mais Lucas les interrompit brusquement, affirmant qu'aucun de ses plans ne fonctionnerait. Il sortit alors un parchemin et leur montra la cible de sa mission, une bête de mana capable de contrôler la météo, même si c'était de manière limitée. Arthur comprit immédiatement le problème. S'il tentait de traverser la mer alors que cette créature était encore en vie, il n'avait aucune chance de survie. Selon lui, la bête devait forcément se cacher quelque part sur l'île. Lucas jura alors de la réduire en cendres et se mit en route sans attendre. Arthur l'arrêta aussitôt, lui suggérant qu'ils partent ensemble. Agir en groupe serait bien plus sûr et efficace que de se lancer seul. Au même moment, Sylvie réussit enfin à localiser Jasmine. Elle lui annonça qu'Arthur était toujours en vie. En entendant cela, Jasmine fut submergée par le soulagement et la joie. Mais elle comprit aussi qu'elle ne pouvait pas perdre une seconde de plus, et se mit immédiatement en route pour le retrouver. De retour auprès d'Arthur et des autres, ils se tenaient désormais cachés à l'entrée de la grotte où se trouvait la bête de mana, élaborant soigneusement leur plan d'attaque. Lucas prit l'initiative en lançant une boule de feu à l'intérieur. Mais l'attaque se retourna contre eux. Une explosion projeta des morceaux de roche dans leur direction. Elijah réagit immédiatement et sauva Lucas en érigeant un mur de terre pour bloquer les débris. Lucas, pourtant, se mit à sourire avec fierté, persuadé que son attaque avait déjà vaincu la créature. C'est alors que la grotte se mit à s'effondrer et que la bête de mana apparut enfin dans toute sa taille. Sans attendre, elle lança une boule d'énergie vers eux, mais Arthur la bloqua avec son épée. Lucas sentit la panique monter en lui, la peur le saisit un instant, mais il se força à se ressaisir, refusant de montrer cette faiblesse devant Arthur. Arthur passa immédiatement à l'attaque, fonçant sur la créature pendant qu'Elijah le soutenait à distance. Il enchaîna les coups d'épée, mais sans effet. Les blessures de la bête se régénéraient presque instantanément. Comprenant qu'une approche classique ne fonctionnerait pas,
Arthur réfléchit rapidement et donna un ordre inattendu. Il demanda à Elijah et Lucas d'échanger leur position avec lui. Surpris, ils obéirent. Elijah rejoignit Arthur en première ligne, tandis que Lucas se retrouva en soutien à distance. Arthur frappa la bête et au même moment, Elijah fit surgir des pics de terre qui immobilisèrent certaines parties de son corps. Ils utilisèrent ces pics pour bloquer et sceller les zones bâches, blessées. Arthur comprit alors un point crucial. Lorsque la bête était ainsi immobilisée, elle ne pouvait plus se régénérer correctement. Ils répétèrent la même stratégie une seconde fois. Attaque d'Arthur, puis immobilisation d'Elijah. Cette combinaison finit par fonctionner. La bête s'effondra enfin. Arthur et Elijah échangèrent un rapide high five pour célébrer leur victoire. Mais Lucas, fidèle à lui-même, affirma aussitôt que c'était surtout grâce à lui. Cependant, leur soulagement fut de courte durée. La situation bascula brusquement. La bête de Mana n'était pas morte. Son corps se mit à bouger de nouveau, et elle ouvrit les yeux. Arthur se lança immédiatement à nouveau à l'attaque, conscient qu'il approchait déjà de ses limites et se demandant combien de temps il pourrait encore tenir. C'est à ce moment précis que Jasmine apparut. Elle courait à toute vitesse vers l'île, apercevant Arthur au loin. Sans ralentir, elle accéléra encore davantage et fonça droit sur lui, juste au moment où il s'apprêtait à porter un nouveau coup. En un instant, elle arriva à ses côtés et abattit la bête de Mana d'un seul coup puissant. Le combat prit fin aussitôt. Sans perdre une seconde, Jasmine se précipita vers Arthur et lui demanda s'il allait bien. Elijah et Lucas restèrent figés, bouche bée, incapables de croire ce qu'ils venèrent de voir. La créature qu'ils avaient eu tant de mal à vaincre venait d'être éliminée en une seule attaque. Plus tard, au coucher du soleil, Jasmine s'excusa auprès d'Arthur pour tout ce qui s'était passé, regrettant d'avoir laissé la situation devenir aussi dangereuse. Arthur la rassura immédiatement. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il était simplement heureux qu'elle soit arrivée à temps pour le sauver. Pendant ce temps, Elijah et Lucas poursuivaient Sylvie, qui tenait le noyau de Mana de la bête. Ils tentaient désespérément de l'attraper, mais en vain. Avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Sylvie avala le noyau en un instant. Au même moment, à Zirrus, Tessia retrouva son groupe. Elle leur expliqua qu'elle n'avait toujours pas croisé Arthur, comme s'il continuait à se manquer à chaque fois. Faye et Via commencèrent alors à soupçonner que ce n'était pas simplement de la malchance, mais que Tessia était en réalité nerveuse à l'idée de le revoir. Tessia se mit immédiatement sur la défensive. Elle se leva brusquement et partit sans ajouter un mot. Mais en vérité, elles avaient raison. Tessia était bel et bien nerveuse. Après y avoir réfléchi, elle rassembla son courage et se rendit devant la maison d'Arthur. Devant la porte, elle hésita longuement, incapable de décider si elle devait entrer ou non. Mais juste au moment de franchir le seuil, elle tomba nez à nez avec Reynolds. Rouge de gêne, elle prit la fuite immédiatement, laissant Reynolds complètement perplexe, sans comprendre ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, ailleurs, un groupe d'hommes encapuchonnés observait une carte magique. Ils scrutaient attentivement les environs, à la recherche d'une créature suffisamment puissante pour le jour du jugement. Peu après, Arthur et Jasmine sont vus en train de quitter la guilde des aventuriers. En marchant, Arthur lui fait remarquer qu'il a été vraiment surpris par la vitesse à laquelle elle est arrivée plus tôt lors de leur combat contre le monstre. Jasmine répond que ce n'était rien d'extraordinaire, expliquant qu'elle s'est simplement concentrée pour canaliser son mana du vent dans ses pieds afin d'augmenter sa vitesse. À ce moment-là, un grand homme blond s'approche d'eux et salue Jasmine. Arthur ne le reconnaît pas, alors Jasmine lui explique qu'il s'appelle Brald et qu'il est un aventurier de rang A. Brald semble ravi qu'elle sache qui il est. Il ajoute ensuite qu'il est venu lui demander une faveur car il a découvert des informations concernant un trésor précieux. Arthur observe la scène et comprend que Brald est également un aventurier de rang A, tout comme Jasmine, ce qui signifie qu'il doit être extrêmement compétent. Pourtant, sans trop savoir pourquoi, le fait de voir Brald se tenir si près de Jasmine le met mal à l'aise. Plus tard, Arthur se rend sur le terrain d'entraînement où il se prépare à affronter Adam dans un combat amical. Avant que le duel ne commence, il repense à leur dernière confrontation et se demande comment celui-ci va se dérouler. Dès le début du combat, Adam se révèle être un adversaire redoutable. Tout au long de l'affrontement, il prend l'avantage et parvient à dominer Arthur à plusieurs reprises. Malgré cela,
Adam remarque qu'Arthur s'est nettement amélioré depuis leur dernier combat et reconnaît ses progrès. Arthur apprécie ce compliment et le remercie. Après la séance d'entraînement, les autres aventuriers informent Arthur de son prochain programme. Il devra s'exercer au tir à l'arc, puis suivre un entraînement en magie de terre et de vent. Arthur accepte tout cela sans hésitation, montrant qu'il est prêt à continuer à progresser. Pendant ce temps, Reynolds semble agité et distrait. Il ne cesse de penser à la manière dont Arthur se débrouille dans son entraînement. Jasmine remarque son état et lui demande s'il souhaite aller vérifier par lui-même. Reynolds rejette l'idée et lui dit d'oublier cela. À la place, il lui demande ce qu'elle voulait initialement lui dire. Jasmine lui demande alors s'il sait quelque chose au sujet de Brald. Alors qu'il marchait, soudain, l'un des barbares éclata en sanglots et rompit la formation derrière Seraphina. Inspiré par son courage, il la complimenta pour son incroyable démonstration d'arts martiaux sur le champ de bataille. Seraphina resta complètement sans voix lorsque d'autres barbares commencèrent à s'y mettre, louant à la fois sa beauté et ses compétences. Elle devint totalement déconcertée face à tant d'éloges venant de ses ennemis. Mais Vior lui rappela que tous les barbares respectèrent la force, peu importe à qui elle appartenait. Elle continua à le suivre plus profondément dans le village. En se promenant, elle observa une communauté paisible occupée à traiter des animaux. Soudain, Vior s'arrêta devant une maison où de l'eau était en train de bouillir. Il dit à Cersei et à Seraphina qu'elle resterait dans cette maison pendant qu'il irait s'occuper d'une réunion avec les anciens, puis il annonça sa présence aux habitants. Peu après, une femme aimable sortit de la maison, se demandant ce que Vior voulait. Il lui présenta Seraphina comme son épouse et lui demanda de prendre soin d'elle pendant son absence. Surprise, la femme tomba immédiatement sous le charme de la beauté de Seraphina et l'entraîna à l'intérieur sans même écouter ses protestations. À l'intérieur, la femme s'excusa pour sa brusquerie, mais Seraphina lui pardonna. Ensuite, elle appela son fils, Gator, et lui demanda d'apporter des herbes médicinales. Alors que le petit garçon fouillait difficilement dans une grande boîte, sa mère souleva le couvercle pour l'aider à chercher. Bientôt, il sortit une pochette d'herbes et la femme les mit dans l'eau bouillante pour préparer du thé. Seraphina se demanda si c'était normal pour les barbares de mettre des herbes dans leur thé et la femme hocha la tête. Une autre femme ajouta qu'il leur faudrait plus d'eau chaude pour en préparer assez pour tout le monde et envoya les enfants chercher du bois. Seraphina fut impressionnée de voir à quel point les enfants barbares étaient déjà forts et indépendants, mais leur mère répondit simplement qu'ils imitaient leurs aînés. Une fois le thé prêt, Seraphina en prit une gorgée et admit qu'il était meilleur qu'elle ne l'avait imaginé, le goût des herbes rafraîchissant agréablement son corps. De retour à la guilde des aventuriers, Lucas est frustré de ne trouver aucune quête intéressante à accomplir. Ses gardes lui expliquent qu'à cause des récents incidents, de nombreux aventuriers ont perdu la vie. Pour cette raison, la guilde se montre désormais plus prudente et prend davantage de temps pour examiner et vérifier les nouvelles requêtes avant de les rendre disponibles. Lucas espérait terminer encore quelques missions avant de s'inscrire à l'académie, mais avec la situation actuelle, il commence à douter que cela soit encore possible. Shion s'approche de lui et lui révèle que Brawled recrute secrètement des membres pour une expédition visant un donjon de haut niveau encore inexploré, une mission gardée secrète vis-à-vis de la guilde. Il ajoute que quelqu'un du niveau de Lucas n'aurait aucun mal à être accepté dans le groupe. Cependant, à peine Lucas entend-il cela que ses compagnons s'y opposent immédiatement. Ils le mettent en garde contre le danger évident de cette mission et lui conseillent de ne pas y participer. Lucas les ignore complètement et leur ordonne de se taire, faisant clairement comprendre qu'il a déjà pris sa décision. Alors qu'il s'éloigne pour aller chercher Brawled et tenter de se faire recruter, l'expression sur le visage de Shion suffit à révéler qu'il est en train de le piéger. Pendant ce temps, Arthur sort avec Alice pour l'aider à acheter de nouveaux vêtements pour Alena. Bien que cela soit censé être une sortie agréable, Alice remarque qu'Arthur reste rigide et sérieux. Elle lui conseille de se détendre et de profiter davantage du moment. Pourtant, intérieurement, Arthur admet qu'il préférerait largement affronter une bête sauvage plutôt que de faire du shopping. De leur côté, Tessia et son groupe sont installés à une terrasse en plein air, en train de prendre le thé. Veya et Faye sont surprises que Tessia n'ait toujours pas réussi à rencontrer Arthur, malgré leurs nombreuses occasions manquées. Elles commencent à penser que le destin les empêche simplement de se retrouver. Tessia rejette cette idée, affirmant que ce n'est pas possible, car il lui manque trop.
Faye lui demande ensuite si Varian leur a confié une nouvelle mission. Tessia explique qu'elles devront attendre la fin des enquêtes en cours avant de recevoir une nouvelle affectation. Veya dit que cela lui convient, car elle préfère éviter de tomber à nouveau sur une bête de mana dangereuse sans avertissement. Au même moment, Arthur rentre chez lui en marchant avec Alice et Alina. Vaya le remarque soudain au loin, ce qui rend Tessia tout excitée. Cependant, au moment où Tessia se tourne pour regarder, une calèche passe et bloque sa vue. Lorsqu'elle disparaît enfin, Arthur est déjà parti, et Tessia le manque une fois de plus. Plus tard, Arthur se rend dans une boutique de marchands mystiques car il souhaite acheter un anneau dimensionnel. À l'extérieur, il croise Hélène et Angela. Il examine les objets exposés, mais ils sont trop chers pour lui pour l'instant, alors il décide de revenir plus tard lorsqu'il aura plus d'argent. Peu après, Alice et Alina entrent dans la boutique et réprimandent Arthur pour s'être éclipsé en les laissant derrière. Arthur s'excuse et les rejoint. À la fin de la journée, Arthur rentre chez lui et s'effondre sur son lit, complètement épuisé. Il parle à Sylvie et se plaint de la fatigue que lui causent toutes ses activités familiales. Il admet que, même s'il tient à Alice et Alina, ce mode de vie n'est pas du tout celui auquel il est habitué. Sylvie, en revanche, est enthousiaste et impatiente de repartir à l'aventure. Elle demande à Arthur quand aura lieu leur prochaine quête. Arthur lui explique que les aventuriers sont actuellement en pause à cause des récents événements et qu'il faudra sans doute attendre avant d'obtenir une nouvelle mission. En discutant avec Sylvie, Arthur réalise que presque 2 ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu aventurier, alors qu'il devait le rester seulement jusqu'à son entrée à l'Académie de Zirrus. Avec cette échéance qui approche, il commence à penser que sa prochaine quête sera probablement la dernière avant de passer à autre chose. Arthur se demande alors ce que Jasmine penserait de cette décision et décide d'aller la voir pour en discuter. Cependant, en arrivant, il découvre Alice et Alina en train d'habiller Jasmine dans une magnifique tenue. Jasmine, gênée, rougit en voyant Arthur. Celui-ci se contente de lui dire qu'elle est mignonne, mais au lieu de répondre, Jasmine s'enfuit rapidement, incapable de gérer la situation. Arthur souhaite toujours lui parler. Ainsi, après qu'elle ait remis ses vêtements habituels, il la retrouve et engage une conversation privée avec elle. Il lui demande ce qu'elle compte faire concernant l'invitation de Brald. Jasmine explique qu'elle a enquêté sur la situation pendant son temps libre. D'après ce qu'elle a découvert, Brald organise cette mission de son côté, sans l'aide de son groupe habituel. Pour cette raison, elle pense qu'accepter cette offre n'est pas une bonne idée. Jasmine remarque qu'Arthur envisage malgré tout d'y participer. De son côté, Arthur repense à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et réalise qu'éviter le danger maintenant ne changerait rien. Il lui confie que, même s'il serait normalement satisfait de simples quêtes comme la cueillette d'herbes, si cela doit être leur dernière mission ensemble, alors elle devrait être significative et mémorable. Jasmine comprend son point de vue. Elle admet que se contenter d'une tâche banale serait ennuyeux et décide finalement d'accepter la mission pour l'accompagner. Le lendemain, Arthur et Jasmine se préparent à partir. Leur famille se réunit pour leur dire au revoir. Reynolds donne un dernier conseil à Arthur, lui rappelant que le plus important dans une mission est de revenir en vie. Il lui dit que tant qu'il rentre sain et sauf avec Jasmine, ils célébreront, peu importe l'issue de la mission. Sur ces mots, Arthur et Jasmine commencent leur voyage. Ils traversent un tunnel de téléportation et arrivent dans une vaste plaine. Arthur dit au revoir à Sylvie, lui promettant qu'ils se reverront une fois la mission terminée. Ensuite, Arthur et Jasmine poursuivent leur route. Au même moment, un homme encapuchonné termine un rituel d'invocation. La créature qu'il fait apparaître est extrêmement puissante, au point qu'il ne peut pas la contrôler entièrement. Malgré cela, il est convaincu qu'Arthur et Jasmine n'auront aucune chance face à elle. Le lendemain, Arthur et Jasmine arrivent au point de rendez-vous, où ils sont accueillis par les membres du groupe ayant accepté de rejoindre Brald pour cette mission. Elijah et Lucas sont déjà présents, et ils font également la connaissance de 4 nouveaux aventuriers, Reginald, Créole, Oliver et Samantha. Peu de temps après, Brald arrive enfin et s'excuse pour son retard. Il se présente alors comme le chef du groupe pour cette expédition. En remarquant qu'Arthur et Jasmine portent des sacs, il leur demande s'ils ne possèdent pas d'anneau dimensionnel. Lorsqu'ils admettent que non, Elijah leur propose gentiment de garder leurs affaires dans son propre anneau. Peu après,
Brald suggère de se mettre en route et tout le groupe commence à s'enfoncer dans le donjon. À mesure qu'ils avancent, Arthur commence à ressentir un léger malaise. Il réalise soudain qu'il se trouve au fond d'une grotte, entouré de personnes qui lui sont, pour la plupart, étrangères, simplement parce qu'il a accepté l'invitation de Brald. Cela le ramène au moment où Brald leur avait proposé de rejoindre la mission. À ce moment-là, Brald avait expliqué que leur objectif était de trouver une énorme pierre magique située au niveau le plus profond du donjon. Selon lui, cette pierre est extrêmement précieuse, car elle peut amplifier le mana et servir de source d'énergie à la fois puissante et polyvalente. C'est pour cette raison qu'il cherchait une équipe d'aventuriers expérimentés pour l'aider à la récupérer. Brald avait également précisé que ce sont Elijah et Lucas qui avaient recommandé Arthur et Jasmine pour cette mission. Arthur s'était dit que, puisque plusieurs personnes qu'il connaissait allaient y participer, autant se joindre à eux. De plus, il voulait s'assurer que personne ne soit blessé. Après que ce souvenir s'efface, les autres aventuriers commencent à discuter entre eux des raisons qui les ont poussés à accepter cette mission. Peu de temps après, le groupe atteint enfin l'entrée du niveau le plus bas du donjon. En y pénétrant, Arthur observe attentivement les lieux et conclut qu'à première vue, il s'agit d'un donjon tout à fait ordinaire, sans rien de particulièrement inhabituel. C'est alors que Brald prend la parole et informe le groupe qu'il a déjà effectué une reconnaissance des lieux. Les membres de l'équipe sont impressionnés, pensant immédiatement qu'il connaît déjà l'itinéraire complet menant au niveau inférieur. Mais Brald les corrige rapidement. Il ne connaît pas le chemin exact, car il n'a jamais réussi à aller aussi loin lors de ses précédentes explorations. Malgré cela, Reginald affirme que tant qu'ils connaissent la direction générale, atteindre le fond du donjon devrait rester facile pour un groupe comme le leur. Cependant, Brald le détrompe. Il explique que les créatures de ce donjon possèdent une capacité de résurrection, ce qui signifie que même si on les tue, elles reviennent à la vie encore et encore, sans fin. Il ajoute qu'il n'y a aucun avantage à les éliminer, puisqu'elles ne laissent même pas de monocorps après leur défaite. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce lieu a été surnommé le tombeau de la terreur. Dans ces conditions, Brald insiste. Leur priorité absolue doit être de préserver leur mana autant que possible en progressant. Mais à peine a-t-il fini sa phrase que le groupe se retrouve soudain encerclé par une immense nuée de chauves-souris coureuses surgissant de toutes parts. Pris de court par leur nombre, les aventuriers réagissent rapidement et passent à l'action. Le combat s'engage immédiatement. Cependant, Lucas veut briller plus que les autres. Il libère alors une attaque de flammes massive dans toutes les directions qui élimine toutes les créatures en un seul coup. Même si les autres sont impressionnés par la puissance de ce sort, Brald le réprimande aussitôt. Il lui rappelle qu'il a déjà dit à tout le monde de conserver un maximum de mana et qu'une attaque de cette ampleur a forcément dû en consommer une grande quantité. Peu de temps après, les chauves-souris commencent à se régénérer exactement comme Brald l'avait prédit. Puisqu'il n'y a aucune raison de gaspiller davantage d'énergie à les combattre encore, le groupe décide rapidement de s'enfoncer plus profondément dans le donjon afin de ne plus avoir à s'en occuper. Après avoir progressé un moment, ils arrivent finalement au bord d'une falaise. Elijah s'avance et utilise sa magie de la terre pour créer un escalier le long de la paroi, permettant à toute l'équipe de descendre en toute sécurité vers le niveau inférieur. Une fois en bas, ils poursuivent leur avancée. Brald indique qu'un passage menant au niveau le plus profond devrait se trouver un peu plus loin. Lorsqu'ils atteignent enfin ce passage, Samantha marche soudainement sur un piège dissimulé dans le sol. Une pointe de roche acérée jaillit immédiatement vers elle, mais Arthur réagit à la dernière seconde et la sauve avant qu'elle ne soit touchée. Puis, plusieurs autres pointes surgissent à leur tour, tirées en succession rapide. Arthur, sans paniquer, utilise simplement son épée pour toutes les détruire avant qu'elles ne causent le moindre dommage. Reginald, choqué de découvrir la présence de pièges, commence à s'emporter contre Brald, lui reprochant de ne pas avoir mentionné ce danger à l'avance. Brald, lui, reste sans voix, car ce n'était absolument pas censé arriver. Il se remémore alors le moment où il a été engagé pour cette mission par un homme encapuchonné suspect. Cet homme lui avait parlé du donjon en affirmant qu'il ne contenait ni pièges ni monstres réellement dangereux. Il avait même ajouté qu'il paierait davantage Brald s'il amenait avec lui plusieurs aventuriers compétents. Brald avait répondu qu'il avait déjà quelques personnes en tête. Ensuite, l'homme encapuchonné lui avait remis une carte de la zone. C'est à ce moment que tout devient clair.
Brald n'a jamais exploré le donjon lui-même. Il suivait simplement les indications de la carte. Malgré tout, Brald ne révèle rien de la vérité aux autres. À la place, il continue simplement d'avancer en leur disant de rester prudents à partir de maintenant. Le groupe poursuit donc sa progression dans les profondeurs du donjon, mais au bout d'un moment, Créole et Samantha commencent à ressentir une chaleur étrange et un profond inconfort. Peu après, une violente explosion de vapeur jaillit de plusieurs trous présents dans les parois rocheuses. Les aventuriers ne comprennent pas ce qui se passe, ni pourquoi la température a soudainement autant augmenté. Ils se tournent immédiatement vers Brald pour obtenir des explications. Mais à leur grande surprise, il admet qu'il n'en sait rien. Cette réponse met Reginald hors de lui. Il attrape Brald par le col et exige des explications sur le champ. Mais avant que Brald ne puisse répondre, un ver géant surgit brusquement du sol, prenant tout le groupe au dépourvu. Créole réagit instantanément et s'interpose, réussissant à bloquer l'attaque avant que quiconque ne soit blessé. Une fois ce danger immédiat repoussé, Reginald reprend sa confrontation avec Brald et exige qu'il dise enfin toute la vérité. Cette fois, Brald cède. Il avoue tout. Il explique que son commanditaire lui a seulement fourni des informations générales sur le donjon ainsi qu'une carte. Il reconnaît qu'il ne connaissait à l'avance que les chauves-souris coureuses et qu'il ignorait totalement l'existence des pièges, des éruptions de vapeur ou encore du ver géant. À ces mots, les autres comprennent immédiatement qu'ils font face à une bête de mana qu'ils n'étaient jamais censés rencontrer. La plupart pensent que cette créature est apparue soudainement. Mais Arthur, lui, comprend déjà la vérité. Ces monstres vivaient ici depuis le début, et Brald a été trompé dès le départ. La véritable question qui le préoccupe est de savoir pourquoi quelqu'un les aurait piégés de cette manière. C'est alors qu'Oliver se penche discrètement vers Samantha et lui murmure de le suivre. Selon lui, il est évident que Brald ment, et c'est l'occasion parfaite pour s'emparer du trésor pendant que les autres sont distraits. Sans attendre, il s'élance, Samantha à ses côtés. Arthur et les autres les avertissent immédiatement qu'une nouvelle éruption est probablement imminente et qu'ils doivent revenir auprès du groupe. Mais Oliver refuse catégoriquement. Il affirme qu'il ne compte pas mourir à cause de leurs mensonges. Arthur se précipite en avant et parvient à tirer Samantha vers le groupe, tandis que Lucas érige une barrière pour protéger tout le monde de l'explosion imminente. Il reste encore un peu de temps avant la prochaine éruption. Alors, Arthur crie à Oliver de venir se mettre à l'abri derrière la barrière avant qu'il ne soit trop tard. Mais Oliver refuse obstinément d'écouter. En conséquence, il est brûlé vif par la chaleur intense de l'éruption. Une fois le phénomène terminé, Arthur sort de la barrière et s'approche du corps sans vie d'Oliver. Bien qu'il soit affecté par sa mort, il récupère tout de même sa pierre magique et la remet à Samantha. À ce moment-là, le ver géant réapparaît une fois de plus. Le groupe lance immédiatement toutes ses attaques, déversant toute sa puissance et essayant toutes les méthodes possibles pour l'abattre. Mais peu importe leurs efforts, la créature refuse de tomber. Après un moment, le ver se retire à nouveau dans son trou, ce qui met Reginald en colère de le voir encore s'échapper. Cependant, Brald pense que c'est en réalité une bonne chose, car cela leur laisse une chance de fuir tant qu'ils le peuvent encore. Mais soudain, Arthur comprend quelque chose d'essentiel. Le ver géant n'essayait pas de les tuer. Il cherchait seulement à gagner du temps jusqu'à la prochaine éruption de vapeur. Justement, une nouvelle éruption commence à se préparer, et tout le monde crie à Lucas de créer une autre barrière. Mais Lucas est complètement paralysé par le choc et reste incapable de bouger. Même lorsque l'éruption débute, il ne réagit toujours pas. Arthur se précipite immédiatement pour le protéger, et grâce à sa réaction rapide, les autres parviennent à s'échapper en sécurité. Tous survivent à la catastrophe, sauf Brald, qui perd un bras en tentant de protéger Samantha. Peu de temps après, Samantha aide Brald à bander la blessure où il a perdu son bras, faisant de son mieux pour arrêter le saignement et le maintenir stable pendant que le groupe reprend son souffle. Pendant ce temps, Créole s'approche d'Arthur et lui tend un sandwich spécial préparé selon sa propre recette. Arthur en prend une bouchée et affirme qu'il est délicieux, ce qui semble ravir Créole. Mais soudain, une tension éclate entre Lucas et Brald. Lucas, furieux, accuse Brald d'être responsable de tout ce qui s'est passé, affirmant que ce désastre est le résultat direct de son incompétence et de ses mensonges. Brald réplique immédiatement en rejetant aussi la faute sur Lucas. Il lui reproche d'avoir été paralysé par la peur au moment crucial,
affirmant que s'il avait créé la barrière à temps, il n'aurait pas perdu son bras. La dispute s'envenime rapidement, mais Arthur intervient et souligne qu'il est inutile de perdre du temps à se rejeter la faute maintenant. Il se tourne ensuite vers Brald et lui demande calmement s'il souhaite abandonner la mission ou continuer. Brald baisse la tête et s'excuse d'avoir mis tout le monde en danger en mentant sur l'exploration du donjon. Malgré cela, il les supplie de poursuivre la mission avec lui, car il ne veut pas que le sacrifice de son bras ait été vain. Jasmine s'oppose immédiatement à cette idée et affirme qu'ils devraient faire demi-tour et rentrer chez eux sans attendre. Cependant, les autres réalisent rapidement que rebrousser chemin dans ce donjon ne serait pas forcément plus sûr, ni plus facile que de continuer. Pour cette raison, ils décident tous de poursuivre leur avancée. Maintenant que tout le monde est d'accord pour continuer, Brald propose qu'Arthur devienne le chef du groupe. Il explique qu'Arthur a fait preuve du jugement le plus calme et des réactions les plus efficaces face aux problèmes rencontrés jusqu'à présent. Le reste de l'équipe approuve cette décision. Ainsi, Arthur est désigné comme nouveau capitaine du groupe. Peu après avoir repris leur progression dans les profondeurs du donjon, ils arrivent finalement devant une immense porte gelée. Lorsqu'ils l'ouvrent, ils découvrent une chambre glacée remplie de végétation verte, ce qui les laisse tous stupéfaits. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent une chambre glacée remplie de végétation verte, ce qui les laissa complètement surpris. Le groupe s'avança plus profondément à l'intérieur, et au fur et à mesure de leur progression, ils constatèrent que cet étage était d'une beauté impressionnante, couvert de cristaux dispersés partout dans la zone. Cependant, Arthur n'arrivait pas à se débarrasser d'un mauvais pressentiment, car quelque chose dans cet endroit lui semblait anormal. Il remarqua rapidement une épaisse brume recouvrant les environs, alors qu'il savait parfaitement qu'un brouillard ne devrait pas exister dans un lieu avec une température aussi basse. En continuant leur marche, le groupe commença peu à peu à ressentir un profond malaise. Après un certain temps, ils eurent même l'impression de tourner en rond sans s'en rendre compte. Lorsqu'ils se retournèrent pour regarder l'entrée, ils furent choqués de constater qu'elle n'était plus là, comme si elle avait complètement disparu. Alors que les autres commencèrent à paniquer et à perdre leurs moyens, Arthur resta calme, car il comprenait ce qui se passait réellement. Il réalisa que la brume créait des illusions extrêmement réalistes destinées à les désorienter. À cause de cela, il avertit immédiatement tout le monde de rester vigilant et de ne pas faire confiance à ce qu'ils voyaient avec leurs yeux. En avançant davantage, Arthur remarqua un autre problème, ce qui l'inquiéta encore plus. Elijah ainsi que certains autres membres du groupe commençaient lentement à perdre connaissance. Voyant cela, Arthur suggéra rapidement qu'ils quittent immédiatement cet étage avant que la situation ne devienne encore plus grave. Cependant, Lucas refusa catégoriquement de l'écouter, affirmant fermement qu'ils ne pouvaient pas partir, car ils n'avaient toujours pas trouvé la pierre magique qu'ils étaient revenus chercher. Le reste du groupe prit le parti de Lucas, estimant qu'après être arrivés aussi loin, faire demi-tour maintenant ne ferait que réduire tous leurs efforts à néant. Certains commencèrent même à traiter Arthur de lâche, remettant ouvertement son jugement en question. Ils allèrent jusqu'à proposer que, malgré tout cela, Arthur choisit de ne pas se disputer ni de se défendre, car il pouvait déjà sentir que quelque chose n'allait pas chez eux. Depuis qu'ils avaient mis les pieds à cet étage, leurs pensées et leurs désirs semblaient avoir été déformés. Soudainement, Créole s'arrêta net, complètement captivé par ce qu'il voyait. Devant lui apparaissait une vision de sa femme décédée. Les autres l'appelèrent immédiatement, essayant de le stopper et de le ramener à la raison. Mais il ne répondit pas du tout et continua de marcher plus profondément dans la brume, comme s'il ne pouvait plus entendre leur voix. À cet instant, Arthur comprit enfin le véritable danger de cet endroit. La brume ne se contentait pas de les désorienter. Elle créait en réalité de puissantes illusions basées sur les désirs et les émotions les plus profonds de chaque personne. Au même moment, Lucas commença lui aussi à voir quelque chose dans la brume. Une vision de son grand frère apparut devant lui, le félicitant et reconnaissant tous ses accomplissements, ce qui fit sourire Lucas avec fierté. Cependant, ce sourire disparut rapidement lorsque son frère lui rappela soudainement qu'il restait malgré tout l'enfant d'un esclave. Jasmine, de son côté, vit une vision de son père. Dans cette illusion, il lui disait à quel point il était fier d'elle et du chemin qu'elle avait parcouru, affirmant qu'elle était réellement digne du domaine des Flamesworth. En entendant ces mots, Jasmine releva la tête avec espoir. Mais tandis qu'elle se concentrait sur la vision,
des racines proches commencèrent lentement à l'attirer vers elle, juste avant qu'elle ne soit emportée. Arthur réussit à la ramener à la réalité à temps. Il réalisa alors quelque chose d'étrange. Contrairement à tous ses compagnons, lui ne voyait absolument aucune illusion. Après y avoir réfléchi, il en conclut que cela venait probablement du fait que son plus grand souhait était simplement de protéger tous les membres du groupe. Arthur se dirigea rapidement vers Samantha et lui demanda d'utiliser sa magie afin de protéger tout le monde contre la brume. Elle accepta et lança un sort qui forma une barrière circulaire autour d'eux, les enfermant à l'intérieur tout en empêchant la brume d'entrer. Une fois temporairement en sécurité, Arthur se tourna vers Jasmine et lui demanda si elle possédait un sort capable de dissiper la brume. Jasmine expliqua qu'elle ne pourrait probablement pas la faire disparaître entièrement, mais qu'elle pouvait peut-être au moins ouvrir un passage à travers celle-ci. Samantha relâcha alors sa barrière et Jasmine lança son sort afin de dégager un chemin devant eux. Après avoir utilisé sa magie, tous baissèrent les yeux et remarquèrent que de nombreuses racines rampantes avaient silencieusement poussé tout autour d'eux. Jasmine fut surprise qu'ils ne les aient pas remarquées plus tôt, tandis qu'Arthur comprit que les illusions avaient probablement été utilisées pour les distraire et les attirer dans ce piège. Au même moment, la brume continuait d'affecter Brald, qui perdit soudainement le contrôle de lui-même. Pris d'une frénésie, il commença à taillader les racines dans tous les sens. Elijah lui cria alors qu'il ne pouvait pas agir sans plan. Mais Arthur comprit rapidement qu'il était inutile d'essayer de raisonner avec lui, car Brald ne réfléchissait plus clairement. Lucas intervint ensuite et utilisa ses flammes pour brûler les racines. Cependant, il fut choqué de constater que le feu n'avait absolument aucun effet. Jasmine et Arthur attaquèrent eux aussi, mais leurs coups ne causèrent d'abord aucun dégât. Ce ne fut qu'après avoir canalisé de la magie dans leurs armes que leurs attaques commencèrent enfin à infliger de véritables dommages. Le groupe continua de combattre, et après un certain temps, Arthur comprit pourquoi le feu ne fonctionnait pas. Les racines étaient remplies d'humidité et semblaient reliées à une immense source d'eau souterraine. Pendant le combat, Arthur demanda alors à Samantha d'utiliser sa magie afin d'assécher l'humidité contenue dans les racines. Elle fit exactement ce qu'il lui demanda. Une fois l'eau retirée, les racines cessèrent de se régénérer et commencèrent à se briser facilement. Dès que le combat prit fin, Arthur se précipita en avant et rattrapa Samantha au moment où elle s'effondrait. Épuisé après avoir... Le danger étant temporairement écarté, Arthur déclara que leur prochain objectif était de retrouver Créole et de quitter cet endroit le plus rapidement possible. Lucas recommença alors à se plaindre d'avoir été entraîné dans tous ces problèmes, pendant que les autres reprenaient leur souffle. Pendant ce temps, Jasmine s'approcha de Reginald et lui demanda des informations sur Clara. Comme elle avait entendu Créole mentionner ce nom plus tôt, Reginald lui expliqua que Clara était la fiancée de Créole et qu'elle était morte dans un donjon. Après avoir appris cela, le groupe comprit que Créole avait rejoint cette expédition afin de réaliser le rêve de Clara. En entendant cela, Arthur déclara qu'il croyait toujours que ce rêve pouvait encore devenir réalité. À cet instant, la brume devint de nouveau plus épaisse et les racines commencèrent à repousser. Mais cette fois, quelque chose d'encore pire apparut. Au loin, ils aperçurent une bête magique de rang S, le genre de créature dont ils n'avaient entendu parler que dans les livres. La peur se répandit immédiatement dans le groupe lorsqu'ils réalisèrent à quel point ce monstre était dangereux. En regardant de plus près, ils virent Créole en train d'être lentement absorbé dans le corps de la créature. En voyant cela, quelque chose céda une nouvelle fois chez Brald. Sans réfléchir, il fonça droit devant lui et se mit à trancher les racines sauvagement. Mais la bête magique le repoussa facilement, montrant à quel point il était impuissant face à elle. La formation du groupe se brisa alors complètement, tandis que la créature commençait à attaquer tout le monde en même temps. Arthur fut soudainement projeté dans les airs, mais Jasmine l'atteignit juste à temps et le tira de nouveau vers un endroit sûr. Jasmine dit alors à Arthur qu'ils devaient s'enfuir ensemble. Elle expliqua que dans une situation pareille, ils ne pouvaient pas sauver tout le monde et qu'ils devraient abandonner les autres derrière eux. Cependant, Arthur refusa catégoriquement cette idée. Il n'était pas le genre de personne à abandonner ses compagnons au beau milieu d'un combat. Il lui déclara donc qu'ils sortiraient tous vivants de cet endroit. Le combat continua, et Arthur remarqua rapidement que le feu n'infligeait presque aucun dégât à la créature. À cause de cela, il décida de passer à la magie de foudre,
Pensant qu'elle fonctionnerait mieux puisqu'elle brûlait avec une puissance, Arthur se lança à l'attaque et frappa la bête magique avec une série d'attaques de foudre. Pendant un instant, la créature fut renversée au sol. Cependant, alors qu'Arthur détournait le regard, les racines contre-attaquèrent soudainement et l'attaquèrent de nouveau. Cela lui fit comprendre clairement que ces racines ne pouvaient pas être détruites par des méthodes de combustion ordinaires. Malgré cela, ils ne cessèrent pas de combattre et continuèrent d'avancer coûte que coûte. Au loin, Lucas observait le combat et comprit que leurs chances de victoire étaient extrêmement faibles. Il se releva lentement, le regard devenu froid, puis marcha en direction d'Arthur. Il rappela à tout le monde que son objectif avait toujours été de survivre et de devenir le mage le plus puissant. Il suggéra alors que puisque Arthur ne cessait de parler de protéger tout le monde, il devrait être prêt à se sacrifier pour lui. Lucas attaqua ensuite Arthur et ses compagnons avec sa magie de feu et leur déclara qu'il n'avait aucune intention de mourir pour une bande de roturiers comme eux. Après avoir prononcé ces mots, il lança un sort de feu qui attira l'attention de la bête magique sur Elijah. La créature remarqua immédiatement Elijah, le saisit et s'apprêta à l'achever. Mais Brald intervint rapidement et fendit l'air pour le sauver. Il continua ensuite à se battre en fonçant vers l'avant et parvint même à trancher le bras de la bête magique. Cependant, au même instant, les racines le transpercèrent. Il mourut instantanément. Le masque d'Arthur tomba alors tandis qu'il regardait Lucas s'enfuir en courant vers l'entrée. À cet instant précis, Arthur se releva lentement et comprit qu'il n'avait plus d'autre choix que d'utiliser sa technique secrète. Une technique que même Virion n'avait pas réussi à maîtriser après des décennies. Arthur activa alors cette technique. Son apparence changea légèrement. Ses cheveux devinrent un peu plus courts et prirent une couleur brun doré. Une aura violette commença ensuite à jaillir de son poing avant d'envelopper tout son corps. Puis, il se précipita droit vers la bête magique et lui porta un coup en utilisant sa technique du zéro absolu. La créature fut instantanément gelée avant de se désintégrer complètement en morceaux. Une fois la bête magique vaincue, tout l'étage du donjon commença soudainement à s'effondrer. Car il s'avéra que cette bête magique était en réalité ce qui, après la défaite de la bête de mana, tout l'étage du donjon commence soudainement à s'effondrer. Il s'avère en réalité que cette créature était celle qui maintenait toute la structure du niveau stable depuis le début. Peu de temps après, Lucas est finalement aperçu sortant du donjon, complètement épuisé. Ses gardes accourent immédiatement vers lui pour lui demander ce qu'il s'est passé à l'intérieur. À ce moment-là, Lucas est persuadé que le reste de son groupe est déjà mort. À cause de cela, il fait simplement semblant d'être triste, tout en déclarant que toute son équipe a été anéantie dans le donjon. Et cela alors qu'il les a lui-même abandonnés sans hésitation. Pendant ce temps, l'anneau de protection d'Alice commence soudainement à réagir violemment. Rien qu'en voyant cela, elle comprend immédiatement qu'Arthur se trouve quelque part dans un très grand danger. Cependant, Reynolds tente de la rassurer en lui rappelant que Jasmine est toujours avec Arthur. Selon lui, malgré ce qui est en train de se produire, Arthur devrait encore être sain et sauf pour le moment. Pendant ce temps, Arthur reprend lentement conscience et aperçoit immédiatement Elijah assis près de lui, veillant attentivement sur son état. Arthur est encore dans un état extrêmement grave et peut à peine bouger correctement. Il attire alors rapidement l'attention d'Elijah sur une gemme de soin attachée à son gant. Sans hésiter, Elijah retire la pierre de soin du gant d'Arthur, puis l'écrase immédiatement, activant son pouvoir de guérison et restaurant presque instantanément toutes les blessures d'Arthur. Après avoir un peu récupéré, Arthur demande immédiatement où se trouve Jasmine. Elijah lui répond de ne pas s'inquiéter, car Jasmine a elle aussi réussi à survivre et à s'échapper. Cependant, après tout ce qui s'est passé, elle n'est pas vraiment en parfait état non plus. Arthur pousse un soupir de soulagement en apprenant qu'elle est toujours en vie. Il demande alors simplement à Elijah d'utiliser également une pierre de soin sur elle afin qu'elle puisse récupérer correctement. Une fois ce problème réglé, Elijah fait remarquer à Arthur que son masque a été détruit et perdu durant le combat. Après avoir enfin vu le véritable visage d'Arthur, Elijah est complètement choqué de découvrir que le mystérieux épéiste masqué qu'il admirait est en réalité quelqu'un d'à peu près du même âge que lui, et non un guerrier expérimenté comme il l'avait imaginé. Cette révélation fait immédiatement paniquer Arthur lorsqu'il réalise soudainement que son masque, ainsi que son épée, ont disparu. Elijah le répond rapidement pour le rassurer en expliquant que son épée est parfaitement intacte
et qu'il a réussi à la récupérer sans problème. Malheureusement, malgré ses recherches après le combat, il n'a pas réussi à retrouver le masque d'Arthur. Même ainsi, Arthur remercie sincèrement Elijah d'avoir sauvé sa vie ainsi que celle de Jasmine. Après tout, Elijah avait eu l'occasion parfaite de fuir et de se sauver lui-même, mais il avait quand même choisi de risquer sa propre vie pour les protéger tous les deux. Elijah lui dit simplement de ne pas en faire toute une histoire. Selon lui, s'il les avait abandonnés pour s'enfuir, alors il n'aurait pas été meilleur que cette ordure de Lucas. En y réfléchissant davantage, Elijah devient soudain curieux d'une chose et demande à Arthur pourquoi il ne s'est pas enfui lorsque l'esprit gardien des Elderwoods est apparu pour la première fois. Arthur répond simplement qu'il a fait la promesse de protéger les personnes qui lui sont chères, quoi qu'il arrive. Après avoir dit cela, Arthur se présente officiellement à Elijah, et les deux garçons scellent leur nouvelle amitié avec une poignée de main. Quelque temps plus tard, Arthur commence à observer plus attentivement l'étrange grotte métallique qui les entoure et suppose qu'Elijah doit être celui qui l'a créée. Cependant, même avec une magie spéciale, créer autant de métal à partir de rien devrait normalement être impossible aussi facilement. En réfléchissant davantage, Arthur commence alors à se demander si Elijah est réellement un nain. Elijah lui explique ensuite qu'honnêtement, lui-même ne sait pas vraiment s'il est un nain ou non. Il raconte qu'il a grandi à Darve, mais que c'est l'ancien Radias qui l'a élevé. Et selon lui, l'ancien refusait toujours de parler de ses véritables parents ou de ses origines. D'après Elijah, sa vie était plutôt normale jusqu'au jour étrange où il s'est réveillé entouré de gigantesques piliers métalliques noirs. C'est ce jour-là que l'ancien Radias lui a dit qu'il devait quitter Darve et voyager à travers le reste de Dikaten. En entendant cette histoire, Arthur comprend qu'Elijah a en réalité vécu une existence extrêmement difficile et solitaire, sans jamais connaître la vérité sur lui-même ni sur ses origines. Elijah s'excuse ensuite d'avoir soudainement raconté une histoire aussi déprimante. Après cela, il décide de demander à Arthur de lui parler de sa propre vie à son tour. Selon lui, c'est seulement équitable puisqu'il a déjà partagé son histoire personnelle en premier. Elijah est également extrêmement curieux à propos du puissant sort qu'Arthur a utilisé pendant son combat contre l'esprit gardien des Elderwoods. Au début, Arthur hésite un peu à révéler trop d'informations, mais il finit par céder et explique à Elijah qu'il est un augmenteur capable d'utiliser les 4 éléments principaux, ainsi que la magie de glace et de foudre. Elijah admet immédiatement que c'est incroyablement impressionnant. Cependant, il souligne aussi que cela n'explique toujours pas pourquoi d'étranges marques sont apparues sur tout le corps d'Arthur, ni pourquoi ses yeux ont changé de couleur pendant le combat. Arthur lui révèle alors qu'il est également un dompteur de bêtes. Ainsi, ce qu'Elijah a vu plus tôt était en réalité Arthur en train de libérer la volonté de sa bête durant l'affrontement. En entendant cela, Elijah réalise à quel point Arthur est talentueux et avancé malgré son jeune âge. Mais cela le rend aussi un peu frustré, car Arthur est plus jeune que lui tout en étant clairement beaucoup plus puissant et compétent. Voir Elijah réagir aussi dramatiquement pousse Arthur à retenir difficilement son rire. Après quelques secondes, il n'arrive plus à se contrôler, et très vite, les deux garçons finissent par rire ensemble. Il ne faut pas longtemps pour que Jasmine récupère complètement. Dès qu'elle reprend connaissance, elle se précipite immédiatement vers Arthur pour le serrer fortement dans ses bras tout en s'excusant de ne pas avoir réussi à le protéger pendant le combat. Cependant, Arthur lui répond simplement de ne pas s'inquiéter, puisque c'est lui qui avait insisté pour accepter cette mission dès le départ. Après cela, Arthur décide que la priorité absolue est désormais de trouver un moyen de sortir du donjon. Ils repartent alors tous ensemble plus profondément dans l'étage. Une fois arrivés, Arthur demande à Elijah si certains des autres membres du groupe ont réussi à survivre. Elijah explique que Brawled et Reginald étaient déjà morts avant même qu'Arthur ne parvienne à vaincre l'esprit des Elderwoods. Cependant, il a réussi à sauver Samantha au dernier moment en l'enfermant dans une structure rocheuse protectrice. Elle devrait donc toujours être en vie. Elijah utilise ensuite sa magie de terre afin de localiser Samantha. Il ne lui faut pas longtemps avant de détecter sa position avec succès. Peu après, ils arrivent à l'endroit indiqué, et Elijah utilise une nouvelle fois sa magie de terre pour briser l'abri rocheux. Alors que tout semblait perdu et que le groupe était sur le point d'être submergé par les Mana Beasts, le plafond au-dessus d'eux se fissure soudainement dans un énorme fracas. D'immenses morceaux de roche tombent de partout, écrasant plusieurs créatures sur le coup
et semant le chaos dans toute la zone. Arthur protège immédiatement Jasmine et Samantha pendant qu'Elijah utilise sa magie de terre pour repousser les débris qui menacent de les ensevelir. Au milieu de la poussière et des cris des monstres, une silhouette apparaît lentement à travers l'ouverture créée dans le plafond. La pression qu'elle dégage est écrasante. Même les Mana Beasts commencent instinctivement à reculer, comme si elles ressentaient la présence d'un prédateur bien plus dangereux qu'elles. Arthur lève les yeux avec difficulté, incapable de distinguer clairement le visage de cette personne à cause de la fumée et des débris. Cependant, une chose devient immédiatement évidente. Cette personne est incroyablement puissante. Sans perdre un instant, l'inconnu se jette dans la bataille et élimine plusieurs Mana Beasts d'un seul mouvement. Les monstres sont pulvérisés avant même de pouvoir réagir correctement. Arthur reste sous le choc en voyant un tel niveau de puissance. Même Elijah, pourtant très talentueux pour son âge, comprend immédiatement qu'ils ont affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Pendant ce temps, les Mana Beasts restantes deviennent de plus en plus agressives, comme si elles voulaient empêcher ce mystérieux individu d'avancer davantage. Mais cela ne change rien. L'inconnu continue de se battre avec une efficacité monstrueuse, ouvrant progressivement un chemin sûr à travers la horde. En observant cette scène, Arthur ressent enfin un léger espoir renaître en lui après tout ce qu'ils ont traversé dans ce donjon infernal. Arthur refuse immédiatement cette idée, insistant sur le fait que tout le monde a contribué à leur survie dans le donjon et à la défaite du gardien des Elder Woods. Cependant, Samantha affirme fermement que sans Arthur, aucun d'entre eux ne serait sorti vivant de cet endroit. Même Elijah finit par être d'accord avec elle. Il explique qu'Arthur a affronté le gardien directement, qu'il a protégé les autres à plusieurs reprises, et qu'il a même réussi à ouvrir un passage après l'effondrement de la grotte alors que personne d'autre n'en était capable. Pour cette raison, ils estiment tous que la récompense lui revient de droit. Arthur se sent un peu gêné d'être autant complimenté, surtout avec tout le monde qui le regarde aussi sérieusement. Pendant ce temps, Samantha sort soigneusement le noyau magique du Elder Woods. Le cristal dégage une profonde lumière verte remplie d'une immense quantité de mana, révélant immédiatement à quel point il est précieux. Même Elijah paraît impressionné en le voyant de près. Il explique qu'un noyau provenant d'une créature de ce niveau vaut une fortune énorme et pourrait attirer l'attention de nombreuses organisations puissantes ainsi que de nobles influents. Cet avertissement fait comprendre à Arthur qu'ils devront être extrêmement prudents lorsqu'ils retourneront en ville pour le présenter. Pendant ce temps, Jasmine observe discrètement Arthur avec soulagement. Même si cette expédition dans le donjon a failli tous les tuer, elle est simplement reconnaissante qu'Arthur ait survécu. Sylvie, quant à elle, reste cachée à proximité tout en surveillant le groupe. Elle remarque qu'Arthur commence peu à peu à gagner la confiance et l'amitié des personnes qui l'entourent. Pour quelqu'un qui a passé autant de temps à cacher ses véritables capacités, c'est un changement considérable. Finalement, le groupe reprend la route ensemble en direction de la civilisation. Alors qu'ils avancent, Elijah continue de jeter des regards discrets vers Arthur, incapable de digérer complètement tout ce qu'il a découvert à son sujet. À ses yeux, Arthur ne ressemble plus à un garçon ordinaire, mais plutôt à quelqu'un destiné à accomplir quelque chose de bien plus grand. Et au fond de lui, Elijah commence à se demander si le fait d'avoir rencontré Arthur dans ce donjon ne changera pas complètement le cours de sa propre vie également, puisqu'à leurs yeux, ils n'ont survécu à cette mission que grâce à lui. Au début, Arthur refuse leur proposition, expliquant qu'il comprend parfaitement à quel point cette récompense est précieuse et qu'il ne veut pas leur prendre quelque chose d'aussi important. Cependant, en voyant à quel point ils sont sérieux et sincères dans leur volonté de lui offrir cette récompense sans aucune arrière-pensée, il finit finalement par céder et accepte de la recevoir. Peu après, Jasmine et Elijah décident de partir ensemble afin de chercher de l'eau potable pour tout le monde à proximité. Pendant ce temps, Arthur commence à rédiger une lettre magique destinée à ses parents, leur annonçant que lui et Jasmine sont sains et saufs et qu'ils ont survécu à tout ce qui s'est passé. Lorsque la lettre leur parvient et qu'ils la lisent, ses deux parents ressentent un immense soulagement en apprenant qu'il est toujours vivant et en bonne santé. Pendant ce temps, de retour à la guilde, la réceptionniste entre dans le bureau de Caspian pour l'informer qu'un visiteur souhaite actuellement le voir. Quelque temps plus tard, Arthur et le reste du groupe se trouvent désormais dans la clinique de la guilde afin de recevoir des soins et récupérer correctement.
Il est évident qu'ils se rétablissent très bien après tout ce qu'ils ont enduré. Mais soudain, Arthur sent quelqu'un approcher de la pièce et remet rapidement son masque, juste avant que Caspian n'entre pour lui demander comment il se porte et si son état s'est stabilisé. Arthur répond que lui et les autres vont bien et qu'ils sont prêts à quitter la clinique dès que la guilde leur en donnera l'autorisation. Après cela, Caspian informe Arthur que le raid dans le donjon auquel lui et ses compagnons ont participé n'avait pas été officiellement autorisé par la guilde. En plus de cela, Lucas a déposé une plainte officielle contre leur groupe, les accusant d'être responsables de tout ce qui s'est produit durant l'incident ainsi que des dégâts causés. À cause de cette situation, un conseil de guilde va désormais être organisé afin de décider comment leur affaire. Quelque temps après cette rencontre, Arthur est assis calmement dans le hall lorsque Lucas entre soudainement dans le bâtiment. Au moment où Lucas remarque Arthur vivant, il affiche une surprise évidente, car il ne s'attendait honnêtement pas à ce qu'il survive au donjon. Cependant, Lucas cache rapidement sa réaction et fait immédiatement semblant d'être soulagé et heureux de voir Arthur sain et sauf. Arthur comprend parfaitement que Lucas joue simplement la comédie et prétend se soucier de lui. Il ne prend donc même pas la peine de beaucoup lui parler et passe simplement devant lui avant d'entrer dans le bureau de Caspian. Arthur s'assoit alors dans le bureau et Caspian lui demande de donner une explication détaillée de tout ce qui s'est passé pendant l'expédition dans le donjon ainsi que des événements ayant conduit à la catastrophe. Pendant ce temps, Jasmine se réveille soudainement de son coma et saute immédiatement hors du lit en paniquant tout en demandant où se trouve Arthur. Cependant, Mary l'arrête rapidement avant qu'elle ne puisse partir en courant. Mary suppose que Jasmine craint qu'Arthur soit accusé et tenu responsable de ce qui s'est passé dans le donjon. Alors elle essaie de la rassurer en disant qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, puisque la guilde ne les considère pas encore responsables de l'incident pour le moment. Alors qu'Arthur donne son rapport dans le bureau, Caspian révèle que Lucas a déjà remis son propre témoignage. Apparemment, Lucas a menti dans sa déclaration et a affirmé qu'après qu'Arthur soit devenu le chef du groupe, il avait abandonné ses compagnons en les utilisant comme appât pendant qu'il tentait de s'échapper avec Jasmine. Caspian précise clairement qu'il comprend qu'il ne s'agit que de la version de Lucas et qu'il n'a donc pas l'intention de rendre un jugement définitif pour le moment. Il explique qu'il compte également interroger Elijah afin d'entendre toute l'histoire à travers un autre témoin et de comprendre correctement ce qui s'est réellement passé dans le donjon. Au même moment, Elijah est montré à l'extérieur en train de s'entraîner seul. Cependant, Lucas s'approche soudainement de lui accompagné de ses larbins et l'informe que Caspian risque très bientôt de le convoquer pour l'interroger au sujet de l'incident du donjon, puisqu'Elijah est l'un des seuls survivants capables de donner un véritable témoignage sur ce qui s'est réellement passé à l'intérieur du donjon. Lucas s'approche alors d'Elijah et tente de le pousser à donner un faux témoignage contre Arthur pendant l'enquête. Il lui demande précisément d'accuser Arthur en affirmant qu'il a mis tout le groupe en danger de manière irresponsable. Selon Lucas, Arthur aurait abandonné ses responsabilités de chef et causé directement la mort de Brawled et Reginald à cause de ses mauvaises décisions. Cependant, Elijah est bien trop loyal envers Arthur pour le trahir d'une manière aussi malhonnête. Surtout après tout ce qu'Arthur a fait pour protéger tout le monde à l'intérieur du donjon. Il refuse donc immédiatement de coopérer avec le plan de Lucas. Le fait d'être rejeté de cette manière frustre énormément Lucas. Il décide alors de passer à un second plan et tente d'éliminer Elijah avant même qu'il puisse témoigner. Les gardes de Lucas se ruent soudainement sur Elijah depuis plusieurs directions et commencent à l'attaquer violemment sans la moindre retenue. Même si Elijah parvient à se défendre contre eux pendant un bon moment, la pression constante de devoir combattre plusieurs adversaires en même temps commence peu à peu à l'épuiser. Mais juste avant que les gardes puissent lui porter le coup final, leurs corps deviennent soudainement incroyablement lourds. Ils ont presque l'impression qu'il leur est impossible de bouger correctement leurs bras ou leurs jambes. Ce phénomène étrange se révèle être l'œuvre d'Arthur, qui apparaît soudainement à proximité, entouré d'une aura inquiétante et intimidante. Sa présence change immédiatement toute l'atmosphère autour d'eux. Arthur tire alors calmement un tir d'avertissement directement en direction de Lucas. L'attaque ne fait qu'effleurer son oreille, au lieu de le blesser gravement. Mais même cette simple éraflure suffit à faire trembler Lucas de peur après avoir ressenti l'intention meurtrière d'Arthur. Après avoir tiré ce coup d'avertissement, Arthur se précipite immédiatement en avant
et se prépare à frapper Lucas avec ce qui semble être une attaque décisive. Cependant, avant qu'il ne puisse porter le coup, Caspian arrive soudainement sur les lieux et ordonne bruyamment à Arthur de s'arrêter immédiatement. Il lui demande de laisser l'enquête officielle gérer la situation correctement au lieu de prendre les choses en main lui-même. Une fois l'atmosphère légèrement calmée, Caspian se tourne vers Lucas. Il lui ordonne fermement de se rendre immédiatement à l'infirmerie afin de faire... Après le départ de Lucas et des gardes, Caspian demande à Elijah de sortir un moment afin de lui laisser un peu d'intimité pour parler seul avec Arthur. Une fois Elijah parti, Caspian avertit Arthur qu'attaquer Lucas aussi ouvertement et agressivement n'était pas une décision très sage, car des actions comme celle-là ne feraient qu'attirer davantage de soupçons et créer des problèmes inutiles pendant l'enquête. En entendant cela, Arthur lance immédiatement à Caspian un regard meurtrier extrêmement intense, car il commence à soupçonner que Caspian pourrait en réalité être du côté de Lucas au lieu de rester neutre. La pression dégagée par l'aura écrasante d'Arthur choque tellement Caspian qu'il commence à avoir peur. Malgré cela, Caspian prend une profonde inspiration et explique calmement à Arthur qu'il essaie seulement de l'aider et de l'empêcher d'aggraver encore davantage sa situation. Qu'Arthur choisisse de le croire ou non. Au final, Arthur décide de croire les paroles de Caspian, et cela soulage visiblement ce dernier avant qu'il ne se retourne pour partir. Cependant, juste avant que Caspian ne quitte complètement la pièce, Arthur le rappelle soudainement et lui dit qu'il y a encore quelque chose d'important qu'il souhaite lui demander. Quelques heures plus tard, Arthur et Lucas sont amenés devant le conseil afin de recevoir leur jugement officiel concernant l'incident du donjon. Le président du conseil commence l'audience en expliquant qu'en raison des victimes causées par leur entrée dans le donjon sans autorisation officielle de la guilde, Lucas sera définitivement déchu de son titre d'aventurier de rang. En plus de cela, Lucas est également informé qu'il lui est désormais interdit de se réenregistrer comme aventurier à l'avenir. Cependant, Lucas ne semble pas vraiment dérangé par cette punition, car il sait déjà qu'il prévoit de rejoindre l'Académie Xyrus de toute façon. Il n'a donc pas réellement besoin de continuer sa carrière d'aventurier pour le moment. Et ce n'est pas tout. Lucas est aussi convaincu que, même s'il souhaite récupérer son statut plus tard, son père possède suffisamment d'influence et d'autorité pour faire lever cette interdiction sans difficulté. Le président ordonne ensuite à Lucas de remettre sa carte de guilde, ce qu'il fait sans protester. Arthur observe silencieusement toute la scène et comprend rapidement que la punition infligée à Lucas n'est en réalité qu'une simple façade. Après s'être occupé de Lucas, le président se prépare ensuite à annoncer la punition d'Arthur à son tour. Mais avant de la lire officiellement, le président fixe longuement Arthur et admet qu'il n'arrive toujours pas à croire que ce jeune homme soit réellement la même personne qui a réussi à vaincre seul une bête de mana de rang S. Après cela, le président annonce officiellement que la punition d'Arthur sera de devoir rester éloigné de Lucas pendant toute sa scolarité à l'Académie Xyrus. Arthur trouve immédiatement cette décision ridicule. Cependant, le président lui répond rapidement qu'il ne sert à rien de protester, puisque la décision a déjà été validée définitivement par le conseil. Le président explique également que tant qu'Arthur reste éloigné de Lucas et du reste de la famille Wake, il sera toujours autorisé à continuer de vivre et de travailler normalement en tant qu'aventurier. Mais lorsque le président révèle que cela constitue l'intégralité de la punition d'Arthur, Lucas se retrouve soudainement choqué. Il s'attendait complètement à ce que le conseil révèle publiquement la véritable identité d'Arthur pendant l'audience. Le conseil précise alors qu'il compte effectivement révéler sa véritable identité dans les dossiers officiels de la guilde, mais que ces informations resteront strictement confidentielles et ne seront pas rendues publiques. Lucas tente encore de protester contre cette décision, mais le président frappe immédiatement son marteau avec force, indiquant clairement que la décision finale du conseil ne sera pas modifiée. À ce moment-là, les gardes de Lucas arrivent soudainement et l'informent que son père demande à le voir immédiatement. Lucas quitte alors la salle avec colère, visiblement frustré par le résultat de l'audience. Arthur se prépare lui aussi à partir une fois l'audience terminée. Cependant, juste avant qu'il ne quitte la pièce, le président l'interpelle soudainement et lui dit qu'il souhaite le voir en privé dans une salle à l'arrière. Une fois Arthur arrivé là-bas, il est révélé que lui et le président avaient en réalité conclu un accord secret à l'avance. Cela signifie que tout ce qui s'est passé pendant l'audience avait été soigneusement planifié depuis le début. Le président fait remarquer que Lucas a réagi presque exactement comme il l'avait prévu durant toute la procédure.
Il explique ensuite que la seule raison pour laquelle il a accepté d'aider Arthur dès le départ est qu'il pense qu'un jour, dans le futur, il pourrait avoir besoin d'un service de sa part en retour. Arthur n'a absolument aucun problème avec cet arrangement. Par la suite, le président ouvre une porte secrète dissimulée, et Arthur la traverse avant d'arriver finalement dans une clairière au milieu de la forêt. Seulement pour que Sylvie lui écrase presque la colonne vertébrale avec une étreinte beaucoup trop enthousiaste. Arthur regarde ensuite devant lui et aperçoit Elijah et Jasmine debout à proximité, lui adressant un chaleureux sourire. Après leur retrouvaille, le groupe commence enfin à rentrer ensemble vers la maison. Et pendant le voyage, Elijah fait remarquer qu'ils finiront probablement tous par suivre des chemins différents à partir de maintenant. En entendant cela, Arthur se rappelle qu'Elijah n'est en réalité pas originaire de Sapin comme les autres. À cause de cela, Arthur lui propose de venir étudier avec eux à l'Académie Xyrus. Cependant, Elijah souligne que même s'il réussit l'examen d'entrée de l'Académie, il lui manque toujours l'argent et les relations importantes nécessaires pour réellement intégrer l'école. Arthur passe simplement un bras autour des épaules d'Elijah et lui dit avec confiance de ne pas s'inquiéter, car il compte personnellement s'occuper de tout cela lui-même. Mais après ça, Arthur demande à Jasmine de raccompagner Elijah chez lui, parce qu'il y a encore quelque chose d'important dont il doit personnellement s'occuper avant tout. Jasmine accepte et les deux repartent rapidement ensemble, tandis qu'Arthur reste seul derrière eux. Peu après leur départ, Caspian sort soudainement de derrière un arbre voisin. Il dit alors à Arthur qu'il a pris une sage décision en éloignant Elijah et Jasmine avant cette conversation. Arthur remercie ensuite Caspian d'avoir accepté de coopérer avec le plan dont ils avaient discuté plus tôt. Retour au moment où Arthur et Caspian avaient initialement élaboré ce plan ensemble. Arthur explique à Caspian que Lucas fera très probablement tout ce qui est en son pouvoir pour révéler la véritable identité d'Arthur. À cause de cela, Arthur propose un marché à Caspian. Il lui explique que si la guilde accepte d'empêcher Lucas de révéler sa véritable identité, alors en échange, Arthur est prêt à prêter sa loyauté à la guilde tandis qu'il continuera de devenir plus puissant dans le futur. Cette offre est bien trop précieuse pour que Caspian la refuse. Les deux finissent donc par accepter cet arrangement ensemble. Avant de partir, Caspian lance à Arthur un sac rempli de pièces d'or en lui disant tranquillement de considérer cela comme un petit cadeau d'adieu. Par la suite, Arthur se rend en ville et retire son masque. Il se dirige ensuite vers la boutique d'artefacts la plus proche, car il souhaite acheter un anneau dimensionnel pour lui-même. Au début, le propriétaire du magasin jette un simple regard à Arthur et suppose immédiatement qu'il est beaucoup trop pauvre pour pouvoir s'offrir quelque chose d'aussi coûteux qu'un anneau dimensionnel. Cependant, son attitude change instantanément après qu'Arthur ouvre le grand sac rempli d'argent. Quelque temps plus tard, Arthur ressort finalement du magasin après avoir réussi à acheter l'anneau dimensionnel. Malgré cela, il ne peut s'empêcher de se sentir légèrement contrarié, car l'anneau lui a finalement coûté presque tout l'argent qu'il venait juste de recevoir. Plus tard dans la nuit, Arthur rentre enfin à la demeure familiale. Au moment où Elena ouvre la porte d'entrée et le voit debout devant elle sain et sauf, elle se jette immédiatement dans ses bras en lui disant à quel point il lui avait manqué. Arthur entre ensuite dans le manoir et retrouve ses parents, qui sont eux aussi extrêmement soulagés de le voir rentrer à la maison en sécurité. Toute la famille partage alors une émouvante étreinte durant leur retrouvailles. Cependant, Vincent et Tabitha interrompent soudainement ce moment touchant en rejoignant. Après s'être assis et avoir discuté ensemble pendant un moment, Arthur apprend que Jasmine est déjà partie retrouver les Twin Horns, tandis que Lilia a déjà commencé à étudier à l'Académie Xyrus. En entendant cette information, Arthur est complètement choqué, car il ne s'attendait pas à ce que les choses avancent aussi rapidement pendant son absence. Un peu plus tard, Tabitha mentionne qu'elle a entendu des rumeurs disant qu'Arthur avait réussi à vaincre complètement seul la bête Elderwood Guardian. En entendant cela, tout le monde réalise à quel point Arthur est devenu plus fort depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Cette conversation rappelle ensuite à Arthur les progrès de l'entraînement de son père, alors il demande à Reynolds quel stade il a actuellement atteint. Reynolds explique que depuis le départ d'Arthur, il était resté bloqué au stade orange profond et qu'il n'a pas réussi à passer au niveau supérieur, peu importe l'intensité de son entraînement. Après avoir entendu cela, Arthur sort le monocœur de l'Elderwood Guardian et le tend à Reynolds en lui disant de l'utiliser, car cela devrait définitivement l'aider à dépasser enfin le stade orange profond. Cependant,
Reynolds refuse immédiatement de l'accepter, car il sait qu'Arthur a risqué sa propre vie pour obtenir quelque chose d'aussi précieux. Arthur rappelle alors à son père qu'il serait franchement embarrassant que son propre fils commence déjà à le surpasser. Surtout qu'Arthur lui-même a désormais atteint le stade orange clair. Cette révélation choque complètement tout le monde dans la pièce. Après avoir réalisé à quel point Arthur a grandi, Reynolds accepte finalement d'utiliser le monocœur. Malgré cela, il prévient Arthur qu'il ne devra pas bouder ni se plaindre la prochaine fois qu'ils s'entraîneront ensemble.